Eh bien, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci beaucoup de votre présence pour donc cette remise du Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, évidemment, je vois parmi nous le plus mélomane d'entre tous, notre chancelier Xavier Darcos, qui est capable de vous chanter l'intégralité des mélodies de Fauré dans les versions soprano, alto, contralto, baryton, en s'accompagnant éventuellement à l'orgue, au piano, bref, lui, et puis notre président honoraire de l'Opéra de Paris, évidemment, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Bernard Stirn, que je salue et qui sont évidemment deux fanatiques de musique, évidemment la sénatrice Catherine Morin de Sailly, Madame la directrice de l'École normale de musique de Paris, Monsieur le directeur de l'Opéra de Tours, Monsieur le délégué à la danse, cher Laurent Vinogher, sans oublier la présence évidemment de notre chère Brigitte Lefebvre, qui suit attentivement les activités de notre académie, et puis du directeur des Chorégies d'Oran, Jean-Louis Rindat, dont on a pu récemment entendre ici même les projets assez formidables. Je rappelle qu'au fond, alors ce nouveau Grand Prix s'ajoute, vous savez, on a déjà une 50aine de prix, mais j'avais proposé à mes confrères qu'on institue un prix d'un genre nouveau, destiné évidemment à saluer des très grandes personnalités dans chacune des 9 disciplines de l'Académie. 3 x 3, 9, ça veut dire qu'on en fait 3 chaque année et que ce sont donc des prix triennales. Et que dans l'idée de soutenir la création, eh bien qu'on salue des très grandes personnalités, qu'on leur passe un coup de fil en leur disant en gros, tu vas avoir un grand prix, mais tu n'auras pas un rond, parce que la somme, on va te demander de la partager, qui est de 30 000 €, de la partager et de soutenir 3 jeunes artistes de ton choix qui recevront de ta part, par l'Académie des Beaux-Arts, 10 000 €. Je dis de ta part, parce que je me permets de tutoyer un homme que j'aime tellement, qu'on connaît beaucoup. De temps en temps, on dit de votre part, comme ça. Mais là, aujourd'hui, entre musiciens, on a beaucoup de complicité. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que d'abord, ce qui fait extrêmement plaisir, c'est qu'on s'aperçoit que c'est une proposition, quand elle est faite à des artistes de ce niveau, de ce talent, elle leur fait très plaisir. Ils ont déjà été couverts de lauriers, de grands prix, mais c'est un prix original qui est différent. Vous rappelez qu'on l'a déjà donné le 27 septembre 2003 en cinéma audiovisuel à Agnès Jaoui, et c'était Astrid de la Forêt qui était là et notre regretté confrère Frédéric Mitterrand, que le 25 octobre on l'avait avec Thierry Malandin, Didier Deschamps, donné à Germaine Acogny, que le 6 mars dernier, alors c'est vraiment notre très regretté confrère Hugues Gall qui l'avait remis à Robert Carlsen, quand même extraordinaire metteur en scène, et qu'on va continuer en 2024 avec les grands prix de peinture, de composition musicale, gravure, dessin, puis en 2025 avec ceux remis par les sections d'architecture, de sculpture et de photographie. Voilà. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce grand prix de composition musicale. Je dois vous avouer que nous étions donc avec, il était décerné par la section de composition musicale, avec mes confrères dont je vois plusieurs ici, Gilbert Ami, Régis Campeau, Thierry Esquèche, Michael Lévinas, François-Bernard Mache, Bruno Mantovani, votre serviteur et bien sûr Edith Canacisi. La délibération a été formidable, parce que ça s'est passé dans le genre, moi je propose personnellement Apergis, l'autre a dit non, moi je ne suis pas d'accord, je préférais Apergis, le troisième a dit non, définitivement ça doit être Georges Apergis, et après qu'on se soit battu, comme vous le voyez avec beaucoup de violence, on a choisi, aux surprises, Georges Apergis. Alors Edith Canacisi est tellement complice avec Georges qu'elle sera beaucoup mieux à même que moi pour vous le présenter, et puis ensuite, bien évidemment, il y aura toutes les questions qui vous seront posées par notre amie ici présente. Chère Edith, je te passe la parole. Cher Georges, c'est un immense plaisir pour moi de vous remettre ce grand prix de l'Académie des Beaux-Arts et d'évoquer à cette occasion les étapes de votre parcours
et les caractéristiques de votre musique. Comme le souligne votre ami François Regnault, mousike en grec veut dire propre aux muses et concerne donc tous les arts, la poésie et plus particulièrement la musique. Votre mère est peintre, votre père sculpteur. La vie de votre quartier à Athènes ressemble à un théâtre. Votre grand-mère et vos deux tantes sont ce que vous appelez le cœur antique. Ainsi, vivez-vous dans votre enfance ces premières expériences du théâtre, des arts plastiques, de la musique par l'apprentissage du piano, de la convivialité et je dirais même de la démocratie. Vous pensez être peintre et faites une première exposition vers l'âge de 16 ans. Puis vous partez à Paris à 18 ans en 1963. Vous vous initiez alors au sérialisme du domaine musical, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry. Vous rencontrez Oana, Xenakis, votre épouse, la comédienne Edith Scobb, et plus tard Antoine Vitez. À partir de 1970, vous décidez d'élaborer un langage personnel, plus libre et singulier, l'indépendance qui vous caractérise. Selon votre devise, le compositeur doit faire musique de tout. Et votre travail va se partager en 4 grandes étapes. Le théâtre musical, en particulier dans le cadre de l'Athème, puis à Avignon, la musique de concert, l'opéra et l'électronique avec l'IRCAM. Mais la source première de votre art, c'est le langage, le mot, objet musical que vous travaillez dans un va-et-vient entre le son et le sens, entre le signifiant et le signifié. Trop de signifiants étouffent la musique, le sens étouffe la résonance. Le phonème est donc l'objet de votre désir. C'est un galet roulé par la mer, un son spécial sans avoir de sens. Et cette distance entre le son et le sens, vous l'obtenez entre autres procédés par la répétition, comme dans votre pièce Récitation. Ainsi, vous videz l'affect des mots par la répétition des motifs. Et cette distance avec l'affect et la psychologie fait naître le tragique, celui qu'on n'attend pas et qui se dresse, implacable. Autre rapport antinomique qui vous passionne, celui du rapport entre l'homme et la machine, dont vous faites une démonstration saisissante dans votre pièce Machination, réalisée avec électronique à l'IRCAM en 2000. Un abîme auquel nous sommes, nous, de plus en plus confrontés aujourd'hui avec l'extension de la robotique. Enfin, nous abordons le rapport de votre musique à l'image, que vous avez surtout développé lors de votre travail à l'IRCAM pour Luna Park en 2011 et Thinking Things en 2018. Et vous dites à ce propos que ce rapport à l'image était comme un retour à la peinture. Et encore, le mot et l'image sont des corrélats qui se cherchent éternellement. Au vu des révolutions en cours, création participative, réalité virtuelle, omniprésence du visuel, éclosion de l'intelligence artificielle, vous êtes un précurseur et un visionnaire, toujours à la recherche de nouveaux rapports entre la voix, le corps, la machine, l'image, le langage. Et j'aimerais terminer sur ces mots du psychanalyste Félix Guattari, rapporté par Antoine Gint.
Apergis a certainement acquis la liberté de se placer sur le fil de l'acrobate, de risquer la chute. Mais à la différence de certains autres, il sait que quand l'acrobate tombe, il ne tombe pas dans le vide, il tombe sur d'autres fils, auquel cas il peut sauter d'autant plus. Mon cher Georges, je vous invite à venir recevoir ce grand prix de l'Académie des Beaux-Arts en composition musicale. Et cette Minerve, Athéna, de mon cher confrère Jean Anguera, ici présent. Athéna, la déesse de la sagesse, de l'intelligence. On ne peut trouver mieux. C'est fou. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Je suis heureuse, mon cher Georges. Merci, Edith. Merci beaucoup. Je voulais juste te remercier. Merci. Pardon. Je voulais juste remercier l'Académie et puis vous tous qui êtes ici. Je suis très touché, évidemment, de tes paroles aussi, parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal travaillé. Et voilà, je suis très content et très heureux d'avoir ce prix. Merci beaucoup. Merci. Derrière, 3 voitures noires garées, de profil. La première et la troisième sont vides. La porte avant de la deuxième est entrouverte. Croyais. Ni tu y croyais, Sigue, n'y croyais jamais, Sigue. Je ne pourrais jamais donner honneur, on n'y jamais tué. Je or n'ai point donné ni mon portrait, ni or harpie mignonne tête, ni honneur harpie ma tête arborée. Honneur, on n'y pourrait jamais, Sigue, tu y croyais. For years, his life hadn't been worth a day's purchase, and there he is, gallantly, thoughtlessly alive. C'est licence vie.
Odorata, Taglia, Capredi, Pettulla, Alba, Salix, Caprea, Carex, Arinaria, Eretriga, Tunzia, Mucor. Informis. Asbilo, Ani, Hap, Otmo, Si, Ap, Op, 6000, Ani, Ot, Otmo. Deux côtés au corps, accord. Des deux côtés au corps, accord. Casse-me, moisseler, au père, mais si venir vers mes sous le même, aussi laisse-le-moi me nuire, aussi faire respirer l'air. Sans dans ce farine terre, repustiner. Oui, Paul. Chape, moi, Nonce, corps, marqueur. Ces muscles donnent un geste. Ces muscles donnent un geste. C'est... Coqueteo, coqueluche, coquelum, coquerou. Bonjour Georges. Bonjour. Alors, d'habitude, quand on voit Georges Apergis, on le voit chez lui,
dans son atelier. Et puis là, on est dans un endroit très prestigieux. Voilà. Il y a tous tes amis quand même autour de toi, donc ça c'est une bonne nouvelle, qui sont là pour te soutenir, parce que je sais que tu aimes plutôt l'ombre, tu n'aimes pas trop la lumière, alors qu'il y a beaucoup de lumière dans tes spectacles. Mais tous tes amis sont là, et quand on vient te voir, j'aimerais qu'on démarre peut-être cet entretien sur cette notion, quand on vient te voir chez toi, tu es dans ton atelier de composition, et l'atelier est une notion qui est très très importante pour toi. Je crois. Il y a l'atelier évidemment de la composition. Il y avait aussi l'atelier de tes parents, puisqu'ils étaient, Edith Canacchesi l'a dit, artistes tous les deux. Oui. Donc ton père Achille, sculpteur, et ta mère Irène, oui. Dessinatrice, peintre, oui. Et décoratrice aussi. Oui. Donc il y avait cet atelier. Ça a été le premier atelier, je crois. Oui, c'était quand j'étais enfant, il y a l'atelier, le travail quotidien de l'artiste, disons, c'était quand même ce qui était la règle dans la maison. C'est-à-dire, ils se réveillaient le matin, ils allaient tout de suite dans l'atelier. Donc moi, je continue comme ça, beaucoup d'années après. Oui. Et je commence tôt le matin, et puis j'essaye d'aller au plus tard possible, en essayant de me poser les problèmes, d'essayer de trouver des solutions, mais en tout cas de me poser les problèmes qui m'intéressent par rapport aux pièces que je suis en train d'écrire. Donc je passe mon temps là, beaucoup à l'atelier. Sinon, je ne suis pas chez moi ailleurs que dans l'atelier. En fait. Oui. Et on te voit peu au concert, donc il faut venir chez toi. Mais la porte est grande ouverte. Et je parle de l'atelier parce qu'en définitive, Anaïta, qui est ici, qui est compositrice, oui. a pris part à des workshops de toi. Donc oui. La notion d'atelier, elle est là. Elle donne aussi des workshops d'ailleurs. L'atelier est important pour elle. Bianca et Aurélie. Bianca, donc Kilemi, et Aurélie Alexandre Dalbronn. Donc les trois jeunes musiciennes que tu as choisies sont aussi dans cette logique de l'atelier, dans cette pratique de l'atelier. Elles ont, pour Bianca et Aurélie, 2 ensembles. Elles sont directrices artistiques de 2 ensembles. Et ces ensembles fonctionnent comme des ateliers. C'est un collectif d'artistes. Et je pense que c'est ce qui vous réunit finalement. Et que ce n'est pas un hasard si tu les as choisis. Évidemment, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, parce que c'est dans les cas d'Aurélie et de Bianca, elle commence par faire un atelier, là, chacune à sa façon. Aurélie, beaucoup musique et texte, plus, et Bianca, en montant de pièces de théâtre musicales connues déjà, de Ligeti ou de Maxwell Davis. Et donc, pour moi, c'était un petit peu de la suite de la thème, de pouvoir encourager, parce que c'est quand même compliqué de nos jours de créer des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais à elle. C'est l'atelier, oui. Oui, c'est l'atelier. Et finalement, il y a toute une déclinaison d'ateliers dans ta vie. Je repensais à ça en venant ici. Donc il y a l'atelier de tes parents. Oui. Il y a ton atelier à toi, puisque tu as été peintre jusque vers l'adolescence, ou à 17-18 ans, quand tu as quitté la Grèce pour la France. Donc tu avais un atelier toi aussi. J'avais choisi, oui. Je parlais un peu français. Et donc, je suis venu en France parce que mon père était fou avec la France. Et il y avait une histoire d'amour entre lui et Paris. Et il y avait un transfert, là. Comme il n'est pas vécu ici, c'est moi qui a pris la suite. En fait. Oui, j'étais assez programmé pour venir ici. Et tu as même exposé tes tableaux. Oui, j'avais commencé comme peintre, adolescent. En fait. Oui. Donc il y a cet atelier-là aussi, le tien, et puis il y a l'atelier du compositeur, on l'a dit, et il y a l'atelier avec les autres, c'est-à-dire que ta musique, Georges, elle ne pourrait pas exister sans les musiciens qui l'incarnent, évidemment. Et l'autre, il est très, très divers pour toi. C'est-à-dire que tu as toujours la préoccupation de l'autre. L'humain est au cœur de ta production. Et la thème, on va en parler, l'atelier théâtre et musique que tu as créé en 1976 et qui a duré près de 20 ans. Donc d'abord à Bagnolet, dans les Tours, là, et puis ensuite aux Amandiers, à Nanterre. Cet atelier, c'était faire avec d'autres. Oui. Mais pour moi, la musique, c'est ça, en fait. C'est le plaisir qu'on a à jouer comme des enfants autour des sons, autour des problèmes qui nous préoccupent, comment trouver la solution. J'aime bien de le faire tout seul aussi à la maison. Travailler tout seul, j'aime beaucoup.
Mais les moments où on expérimente avec les autres, les moments où les autres proposent aussi des choses en retour, pour moi c'est très important. Parce que c'est ça le plaisir de faire de la musique en fait. C'est ça que j'aime. Voilà. C'était assez courageux et assez singulier de ta part de créer cet atelier théâtre et musique en banlieue parisienne, parce que finalement au départ il n'y avait pas de musiciens dans cet atelier, il n'y avait que des comédiens je crois et des acteurs, donc plus de musique là tout d'un coup. Si, il y avait de la musique mais je ne pouvais pas l'écrire, oui, c'est ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas la lire, donc j'étais obligé de leur dire. C'était une tradition orale en fait qu'on a instaurée. Oui. Pour moi, c'était un exercice assez intéressant parce qu'il fallait que je voie clair et pour arriver à leur dire des choses précises. C'est-à-dire que le savoir-faire d'écrire ne servait à rien là. Il fallait vraiment que je sois au clair avec moi-même et que mes besoins soient vraiment bien demandés, bien dit. Et bien donc ça m'a beaucoup aidé de faire cet atelier-là. Et ensuite, peu à peu, il y a des musiciens qui sont arrivés, évidemment. C'est ça. Mais, et alors, quand tu dis ils, c'était évidemment les acteurs. Il y avait Edith Scope, il y en avait d'autres, Michael Lonsdale, il y avait Annick Nosati, il y avait des gens comme ça. Mais il y avait aussi les enfants du quartier, les enfants de Bagnolet, les jeunes, et puis leurs parents et leurs grands-parents, peut-être, j'en sais rien, des générations plutôt nord-africaines. Oui, c'est ça. C'est les enfants qui étaient un petit peu perdus entre les tours. Livrés à eux-mêmes. Au Bagnolet. Et du coup, c'était notre premier public, en fait. C'est eux qui ont commencé par nous jeter des cailloux au début, parce qu'ils se disaient qu'on était bizarres, on n'était pas comme les autres. Et puis, en fait, ils sont venus, et puis on a fait des ateliers avec eux. Et donc les parents sont venus. Et peu à peu, le public s'est créé comme ça grâce aux enfants, en fait. Et alors, la matière première de ce théâtre-là, atelier théâtre et musique, c'était la vie des gens, en fait, la vie quotidienne, le réel, les faits de société, peut-être. C'était quoi la matière première? C'était le problème quotidien des habitants. En fait, on était très liés avec des associations ou avec les gens eux-mêmes. Et du coup, c'était ce qu'on représentait, c'était comme des rêves musicaux de leurs problèmes. Et ça veut dire que ça commençait peut-être par des cauchemars, mais ça finissait bien. Enfin, j'essayais de donner une énergie positive toujours. On a tous essayé de faire ça, mais ils voyaient bien qu'on parlait d'eux. Ils savaient qu'on parlait d'eux, en fait. Oui, donc c'était transposé dans un monde plus onirique, poétique. Voilà. C'était une transposition du réel et du quotidien. C'était une façon de jouer avec ça, de jouer avec les problèmes, de ne pas être en dessous, mais essayer de devenir virtuose de ces problèmes. Ouais. Et là encore, on rejoint cette caractéristique de toute ton œuvre, c'est l'humain, quoi. L'humain, il est vraiment au cœur de ton œuvre, de ta musique, de ta musique de théâtre. Pour moi, c'est ça qui compte, en fait. Avant que je sois musicien, c'est des êtres humains. Et j'essaye de fabriquer des petits mondes où chacun peut se trouver dans ces petits mondes-là. Très influencé par Beckett, évidemment, ou par Virginia Woolf, ou par des gens comme ça qui créent des petits mondes avec très peu de choses. Et finalement, on est tous comme ça. On a chacun son petit monde comme ça. Chaplin a fait ça magnifiquement dans les courts-métrages. Il y a aussi cette dimension narrative, c'est-à-dire que tu aimes raconter des histoires depuis toujours. Il y avait les histoires que tu entendais quand tu étais enfant et auxquelles tu prenais part d'ailleurs à Athènes, dans ce quartier très populaire. Il y avait plein d'enfants, des vieux, et il y avait une polyphonie d'histoires. Edith Canaccesi l'a évoqué très joliment tout à l'heure. Et donc il y avait ces histoires. Et toi, dans ta musique, tu racontes aussi des histoires, je crois. Mais moi, j'aime beaucoup les gens qui racontent des histoires. J'avais un oncle qui s'appelait Ménélas et qui était... il fallait lui donner un peu de vin résiné, un peu de retsina. Et ça partait. Et ça partait. Il connaissait alors, des histoires... Toute la mer autour de la Grèce, il avait navigué partout. Il t'a raconté des histoires, des gens qu'il avait racontées sur les bateaux. C'était à l'infini comme ça. Et ça, j'adore ça. C'est Don Quichotte. C'est l'épopée. Voilà. Voilà. J'aime bien raconter des histoires. Mais mes histoires ne sont pas précises avec la musique. Parce que la musique ne dit pas des choses précises.
elle évoque des choses, c'est au spectateur, c'est à l'auditeur de se fabriquer son petit monde, en fait. Donc c'est des histoires sans être des histoires. En fait. Alors, puisqu'on parle des histoires, dans les années 60, à Paris, tu arrives là, en 63, tu as 18 ans, tu te sens très étranger. La langue française t'est un peu familière parce que tu as beaucoup lu de la littérature française en Grèce, mais tu es quand même là, tout jeune, sans attache, sans rien. Et tu fais plein de rencontres, et on parlait d'histoire, et en définitive, tu rencontres à la fois le milieu de la radio, les dramatiques de France Culture, notamment. Oui. Et là, tu arrives à faire beaucoup de radio, et je ne le dis pas parce que je travaille pour la radio, mais j'ai entendu plein d'archives de Georges à Radio France, et c'est bouleversant, en fait, d'entendre tous ces trésors-là. C'est d'une infinie richesse. Et tu me disais qu'à Radio France, tu avais pu faire pendant des années, jusqu'en 68, je crois, des choses très, très libres et... Oui, avec des comédiens, avec des musiciens. C'était pour ce qu'ils appelaient les dramatiques à l'époque, ça veut dire que c'était des textes ou des textes de théâtre, etc. Il fallait de la musique. À l'époque, c'était de la musique originale, je ne sais pas comment c'est maintenant. Et donc, il y avait des commandes. Moi, je vivais avec ces commandes-là à l'époque. Et c'était intéressant parce que on était obligé de passer par des choses que moi je ne connaissais pas, par exemple. Écrire un tango, écrire une rumba, vraiment écrire une vraie marche funèbre. Bon, voilà. Et donc je me suis mis à étudier pas mal de partitions. J'ai beaucoup appris des choses qui m'ont servi après dans ma musique autrement. Mais je veux dire, là, je m'amusais beaucoup et il y avait des acteurs magnifiques à la radio à l'époque. Et de très, très, très grands metteurs en ondes, etc. Donc, réalisateurs. C'était bien. Des dramatiques de France Culture. En fait, quand tu arrives en France, tu essaies à peu près tout. Tu essaies même la direction d'orchestre, je crois. Ah ben j'étais avec Pierre Dervaux. Pierre Dervaux. Oui, à l'école normale. Et je suis resté un petit peu, oui. C'était pas un milieu qui me... Non. Moi, j'aime bien passer inaperçu. Et là, je sentais que... Sur le podium de chef d'orchestre, ça marche pas. Ça, oui. Donc, c'était pas fait pour toi. Mais j'aimais beaucoup Pierre Dervaux, qui était une personne magnifique, que j'aimais beaucoup. Oui. Tu as essayé ça, évidemment, l'écriture sérielle, on l'a un peu évoqué, et le GRM, Pierre Schaeffer, la musique concrète. Oui. Voilà. J'étais un petit peu, pas longtemps. Pas longtemps. Je ne pouvais pas rester longtemps. J'étais trop... Trop agité. Oui. L'agité du bocal numéro 2, c'est lui. Donc, je suis resté un peu, mais j'ai rencontré des gens magnifiques qui étaient là-bas. Donc, il y avait, François Bell. On en parlait tout à l'heure avec Edith. Parmigiani, tous ces gens qui étaient... Ferrari aussi, qui était là, qui est parti après aussi. J'ai appris beaucoup de choses là, sur notre solfège des sons. Et il y avait des coustes aussi. Alors il y a des rencontres qui sont fondamentales à l'époque, celle de Xenakis par exemple. Xenakis, j'ai rencontré un peu après. Et là, c'était une rencontre forte parce que je suis resté longtemps. Je suis resté un an et demi à peu près. Je faisais un peu le secrétariat, et puis comme ça, j'étais avec lui tout le temps. Ça m'intéressait beaucoup d'aller aux répétitions avec lui, le voir parler aux musiciens, voir comment il était, comment il avait les tracks au concert. Ça m'intéressait de voir comment on fait quand on est compositeur. Et il m'a dit des choses très, très justes sur ce que je faisais, mais j'ai surtout appris en le regardant. Et en les faisant parler de sa musique à lui, pas de la mienne. Mais voilà. Moi, ce que j'écrivais, ça ne lui plaisait pas du tout. À l'époque, c'était c'était trop sérieux. Il m'a expliqué que sans mathématiques, ce n'est pas la peine. Et donc, j'avais acheté plein de livres. J'ai travaillé beaucoup les mathématiques pendant un an et demi. Et il m'est resté des choses de la théorie des probabilités. Mais j'ai senti que ce n'était absolument pas ma façon de vivre et d'écrire, de penser aux autres, etc. Donc, je lui ai dit, tu es trop fort, je ne peux pas rester là, il faut que je trouve mon chemin. Et puis il était content que je lui dise ça, voilà, puis on est restés amis après.
Et il t'a encouragé à ne pas prendre de cours de composition finalement, à être autodidacte. Oui, comme je ne supportais pas trop le professeur, il m'a dit achète des partitions et analyse-les. Et en fait, j'ai appris avec Brahms et Bartók, surtout le quatuor de Bartók. Analyser ça, c'est déjà le monde, bon, plus Beethoven évidemment, qui est toujours derrière. Mais... Dans les années 60, tu arrives à Paris et tu es un peu perdu, mais tu fais des rencontres avec des musiciens, avec par exemple Oana, Jolivet, avec Xenakis, oui. Et aussi tes voisins directs qui t'emmènent aux répétitions du domaine musical, par exemple. Donc tu avales plein de musique comme ça, oui. Tu écoutes beaucoup de musique. Oui. Oui. Ah oui, c'était... J'avais la tête comme un punching ball, quoi. C'était, oui, il y avait en plus la musique tellement de tendances différentes parce qu'il y avait évidemment le poste école de Vienne, après Seriel, ensuite Yanis Xenakis qui faisait sa musique à lui complètement différente. Ensuite, il y a toutes les expériences américaines qui sont venues avec Cage, Feldman. Mais Feldman n'était pas trop connu à ce moment-là, mais c'est surtout Cage. Les épigones aussi des Cage, etc. Donc il y avait beaucoup de chemins à parcourir et à dire non, dire non tout le temps, pour essayer qu'il reste le sien propre, mais c'était très séduisant tout ça en fait. Messiaen, oui, bien sûr. Messiaen. J'étais là justement au domaine quand il y avait les créations des dernières pièces. Chronochromie, tout ça, c'était des pièces magnifiques, ça. Et puis il y avait aussi donc, le théâtre par Edith, donc ma femme, le théâtre... Antoine Vitesse, évidemment. Antoine Vitesse, la lecture d'Antonin Artaud, enfin il y avait tout ça qui m'a quand même suivi pas mal. Là. Oui. Oui, il y avait aussi les ateliers d'Ivry d'Antoine Vitesse qui t'ont beaucoup inspiré à l'époque. Hein. Le théâtre des quartiers d'Ivry. Oui, ça m'a beaucoup inspiré pour faire la thème en fait. C'est-à-dire de commencer par une toute petite chose et puis essayer de rayonner à partir de là. Et Bruch aussi, Peter Bruch, j'ai suivi la première année quand ils sont venus au Bouffe du Nord. Et là aussi, ça m'a beaucoup aidé à voir que si on fait des choses pour les habitants du quartier à la Chapelle, juste pour l'interdiction de parler au milieu et aux journalistes, c'était juste pour les habitants. Et là, j'ai pris une claque. Voilà, je me suis dit, il faut faire ça. Voilà. La thème est aussi née d'un désir particulier. Je crois que tu m'as dit une fois que tu trouvais le milieu de la musique, des amateurs de musique contemporaine et de création trop étroit finalement, et tu avais envie d'ouvrir vers d'autres publics. Je crois que c'était une des raisons de la création de la thème aussi. C'était parce que, en fait, j'avais beaucoup de chance à l'époque. J'étais tout jeune et j'étais programmé dans les festivals Royan, La Rochelle, après. Bon, et je voyais le public et je me disais, c'est un public connaisseur. Est-ce que je vais écrire pour ce public connaisseur toute ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres rencontres à faire? Et c'est pour ça que, en fait, mon désir, c'était qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, surtout. Qu'on n'explique pas aux gens, mais on est là, ils sont là. On fait quelque chose... Pas de médiation. Pardon? Pas de médiation et de transmission. Pas de médiation, oui. Puis on voit ce qui arrive. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, finalement. Alors, quand on évoque le théâtre et ton rapport aux acteurs, à Edith Scobb, à Michael Lonsdale, à tous ces acteurs, Joe Subban plus récemment, on évoque ta relation au langage et à la langue. Tu as grandi avec la langue, le grec. Oui. Tu arrives en France. La littérature française t'est déjà connue. Tu mets dans certains de tes opéras en musique la langue de Diderot, la langue de Jules Verne, la langue de Alain Badiou, la langue de plein d'auteurs très très différents. Échille aussi, enfin, c'est incroyable la diversité de choix de ces auteurs-là. Et tu joues avec le langage. Donc il y a des textes. Conrad aussi, hein, pour les migrants. Oui. Il y a des textes, mais il y a aussi ton jeu, Edith Kanachizi faisait allusion tout à l'heure, sur les phonèmes et le langage. Ce jeu avec le langage, cette décision de jouer avec le langage, est-ce qu'il vient du fait que la langue française était non pas neuve pour toi, mais il y avait une distance par rapport à cette langue? Ah oui.
S'il y avait pas, je ne pourrais pas le faire en grec, par exemple. C'est trop proche. Il y a trop d'affect. Oui. Les mots sont les mots de l'enfance, donc ils veulent dire des choses qui ont un passé très très fort. Tandis qu'en français, c'est la même chose, mais il y a comme une barrière quand même. Oui, oui. Je peux me le permettre. Ou en anglais, ou des langues que je ne connais pas en fait. Oui. Et alors, ce jeu sur le langage, il passe par plein d'étapes et plein de phases, et il recouvre différents aspects, évidemment. Il y a le jeu sur les phonèmes, il y a aussi le dérèglement de la parole. Tu aimes beaucoup quand ça se bouscule un peu, quand les choses, on va au bord du précipice en parlant. La folie t'intéresse énormément, l'aphasie aussi. Il y a tous ces aspects-là dans le langage. Le chaos. Le chaos, évidemment. Oui, oui. Ouais. Mais ça, on avait en commun. Vous avez cité Félix Guattari. On parlait beaucoup de ça ensemble. Il a écrit un livre qui s'appelle Chaosmose. C'était sur le désir de tomber, le désir de... Bon. Oui, oui, j'aime bien quand la machine commence à ne plus fonctionner et quand la partition part presque toute seule, quoi. C'est comme si elle avait une volonté, comme un petit enfant qui s'est dit, allez, je m'en vais, suis-moi, suis-moi. Donc voilà. Tu aimes jouer avec le feu? Oui. Oui. C'est pas très sage ça, mais c'est bien. Oh, il brûle pas trop. Hein. Ouais. Donc cette prise de risque, évidemment, tu la communiques aux interprètes de ta musique. Ils sont amenés à prendre des risques aussi. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai qu'en fait, quand il y a une espèce d'amour avec les interprètes, hein, qui est quelque chose de unique en musique pour moi. C'est quelque chose à part. C'est pas une amitié, c'est pas un amour charnel, c'est autre chose. Et je les aime tellement que j'ai l'impression qu'ils peuvent tout faire en fait. Et j'écris des choses extrêmement difficiles. Et ils le font. Mais ils sont obligés de monter un peu plus haut. De se dépasser. Ou alors de faire des choses qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, avec Jean-Pierre Drouet, qui était quand même un percussionniste très, apparemment très costaud, très fort comme ça. Et j'ai essayé de lui trouver, par exemple, dans la conversation, des choses qu'il ne faisait pas d'habitude. Donc, pour les pousser dans des coins qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes, quoi. Dans des retranchements. D'ailleurs, la limite, c'est quelque chose d'important pour toi, ça. Dépasser ses limites. Oui, hein. oui. Ouais. Oui, bien sûr. Je voudrais poser une question sur la forme. Oui. C'est-à-dire, on a la première approche dans une œuvre musicale qui consiste à vraiment arriver devant les interprètes avec une œuvre intégralement finie dans notre tête, et ils vont mettre leur interprétation de par leur sensibilité, de par leur talent, de par leur puissance, mais le cadre est absolument précis, on n'en changera pas. Oui. J'ai l'impression que de temps en temps, dans ce qui est décrit, il y a des fois où précisément les interprètes peuvent amener des choses qui vont faire évoluer l'œuvre. Oui. Et à ce moment-là, à quel moment tu vas considérer que l'œuvre qu'elle est à son point, et que même si elle est rejouée dans 20 ans, elle doit être rejouée comme ça. C'est-à-dire, quel est le moment où la flexibilité s'arrête? Ouais, oui, il y a deux choses. Il y a des pièces qui sont écrites à la maison et qu'on ne bouge pas, ça va comme ça. Si on a du temps pour travailler ensemble, il y a un va-et-vient qui amène des idées que je n'aurais pas eues. Je sais que je cherche quelque chose, mais je ne sais pas comment le trouver. Une fois que les choses sont en place, après la partition, elle est finie en fait. Et sur la forme de la partition, moi j'essaye toujours de jouer avec le public. Je m'adresse à un public intelligent et prêt à agir en écoutant. Et je veux dire, je ne m'adresse pas à un public passif qui écoute comme ça pour se relaxer, disons. C'est du travail pour écouter ma musique, je pense. Et donc, j'essaie de jouer avec la mémoire, un petit peu comme dans la musique classique d'ailleurs, c'est-à-dire les choses qui reviennent, identifier déjà les différents objets, puis les choses qui reviennent, comment ils reviennent, etc., dans un ordre différent, avec un contexte différent, etc. Et donc, j'essaie de jouer
avec le public beaucoup. Et la forme vient un peu de ça, la forme de la pièce. Oui, il y a cette élasticité et tu parles d'un public très actif et pas passif. On pense à Brecht, évidemment, on pense au théâtre. Et tu demandes beaucoup aux auditeurs de ta musique, mais c'est un jeu. C'est toujours un jeu, en fait. Il y a beaucoup d'humour aussi. Bien sûr qu'il y a du tragique, il y a de la dérision, puisque l'homme est au cœur, pardon, l'humain est au cœur de ta musique, de ton théâtre, de tes opéras. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, parce que tu es joueur, je crois. Depuis toujours. Oui, je pense que ça, c'est une chose que j'ai amenée de Grèce. C'est-à-dire que en Grèce, par exemple, quand il y avait la dictature, il n'y a jamais eu autant d'histoires drôles qui ont circulé partout, parce que c'est une espèce d'humour du désespoir, quoi, en fait. Et donc, et là, quand les choses deviennent très tragiques, elles ont toujours un aspect comique, ça dépend comment on le voit, en fait, qui le voit et à quel moment. Et donc j'essaye d'avoir ça pour dire aussi que tout ça est illusoire. Le théâtre, c'est pas... sauf que la vie devient plus fictionnelle que le théâtre maintenant. Oui, Edith. Je ne sais pas si c'est... Oui. Vous dites, il y a une pièce, avant de la commencer, vous avez commencé à demander aux musiciens ce qu'ils voulaient. Oui. Et donc, voilà, suivant les caractères des musiciens, ce qu'ils voulaient faire, ceux qui voulaient être en avant, ceux qui voulaient se taire, etc. Je crois que c'est machination. Non, c'est pas machination. Non, c'est une pièce qui s'appelle Situation. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même assez incroyable de passer le temps comme ça, d'écouter les uns les autres et ensuite de faire. On a passé du temps et on a eu beaucoup de messages mails aussi qui m'ont envoyé. Oui. Et vous avez fait votre pièce après en fonction de ces Ils étaient 23. C'est l'ensemble Klangforum à Vienne. Oui. Et donc, oui, tout à fait. ce que je voulais, c'est que, pas qu'ils me disent des choses précises, mais je voulais savoir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils regardaient au cinéma, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique, qu'est-ce qu'ils aimaient jouer aussi. Et puis peu à peu, je me suis fait une espèce de palette avec des couleurs plus ou moins abstraites, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire un portrait en peinture, quoi. Donc c'est une espèce d'image mentale. Je pense que j'aurais fait une espèce d'état des lieux tels qu'ils étaient, je sais plus, il y a 10 ans ou je ne sais pas combien de temps. Et vous dites après que ce qui règle le tout, c'est la partition. Une fois que la partition est ah oui, faite, c'est la partition qui est faite. Voilà, oui. on ne joue plus et... Non, là, oui. Sur papier, la partition. Oui. Oui, j'écris pas, je suis trop vieux pour l'ordinateur, c'est... Non, oui. Non, c'est très bien. Pour les textes, si. Pour les textes, j'aime bien. C'est parce que c'est bien pratique, mais non, la musique, c'est... J'écris sur calque, comme faisait Yanis. Comme faisait Yanis Xenakis. À l'époque, il était architecte, donc il faisait des tirages de plans qui étaient beaucoup plus nets que les photocopies de l'époque qui étaient toutes noires, tout ça. Et là, je suis habitué, maintenant 50 ans de calque. J'écris tout avec l'encre de Chine. Je suis habitué en tout cas. Ça fait partie de mon petit univers. Mais le sur-mesure auquel faisait allusion Edith Kenadjizi, il est valable pour un petit ensemble, pour 2-3 musiciens, et aussi pour un ensemble plus étoffé. Et c'est incroyable, effectivement, à quel point tu écoutes les histoires que te racontent tous ces musiciens, avant même de composer, quoi. Là encore, c'est la notion d'histoire. Mon idée, c'était pourquoi écrire une pièce de plus, en fait, de façon anonyme, plutôt que de s'adresser aux musiciens qui vont la jouer pour voir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils sont là, etc. Et j'ai eu des messages absolument incroyables. Il y en a un ou deux qui m'ont envoyé des messages incroyables, presque des petites nouvelles, complètement jetées, quoi. Très intéressantes. Je les ai à la maison. Ils veulent peut-être les publier, mais moi je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mais... Parce qu'ils sont très comment dire, sans défense, donc il faut pas publier des choses comme ça. Mais c'est drôle.
On pourrait peut-être revenir et prolonger la remarque tout à l'heure d'Edith Canacchesi quant à l'évolution de ton théâtre musical. C'est-à-dire qu'au départ, ce théâtre musical, il était vraiment ancré dans le corps humain. Et puis, peu à peu, les machines se sont infiltrées là. Oui. Alors, il y a eu effectivement avec Machination la machine, l'ordinateur, et aussi la vidéo, évidemment. Et puis, avec Lunapar, qu'on passe un cran au-dessus, il y a deux mondes qui s'affrontent, hein, le monde virtuel, le monde réel. Oui. Et puis, la vidéosurveillance. Hein, le thème de la vidéosurveillance, oui. Qui est un thème très important, grave, et en même temps, on peut prendre de la distance par rapport à cette gravité, évidemment. Et puis, une autre étape encore en 2018 avec Thinking Things, oui. Où là, ce sont des robots qui remplacent l'humain, finalement, qui pensent à sa place. Donc, il y a on va crescendo, là. Bientôt un opéra sur l'intelligence artificielle, non? Ça y est, on est dedans. Oui, c'était ça. Ça finit comme ça. Il y a la petite famille dans la maison. Et puis, il n'y a que les robots qui triomphent, qui font des tas de choses avec les bras. Et puis, la tête du robot qui bouge. Et puis, eux, ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer, en fait. Donc la machine a pris de plus en plus d'importance. La machine, la vidéo... La surveillance, oui. En fait, les caméras, le micro, ça a beaucoup changé des choses pour moi. Et aussi pour Avis de tempête, par exemple, c'était aussi une façon de travailler avec les écrans. Ce qui m'intéressait, c'est de voir les acteurs ou les chanteurs sur scène et voir leurs images dans l'écran qui n'étaient pas dans la même direction. Donc on voyait dans l'écran des choses qu'on ne pouvait pas voir en vrai. C'est ça qui m'intéressait, en même temps. Donc, il y a un dédoublement permanent, voilà. Une polyphonie, une polysémie, voilà. Et voilà. Il faut suivre. Hein. Alors là, on en a plein les oreilles, on en a plein les yeux. On est dans une attention. Pour les chanteurs, c'était très difficile, oui. Parce qu'il fallait qu'ils se mettent en position par rapport à la caméra pour être bien positionné dans l'écran. Et donc, il y a eu pas mal de rigolades. Parce que c'est Lionel, peintre, qui me disait « c'est un concours pour qu'on n'arrive pas ». Mais à propos des robots, vous dites que vous avez été au Japon, que vous aviez assisté à des enterrements de robots. Oui, j'ai vu ça, donc, des enterrements de robots. Oui. Vous abordez à ce moment-là cette ambiguïté qu'il peut y avoir entre l'être humain et le robot, et jusqu'où peut aller ce rapport-là? Oui, c'est ça. Mais il y a dans le spectacle, il y a une séquence comme ça où il y a une femme qui amène un robot dans le bras. Il y a une espèce de piéta avec un robot, en fait. Elle le couche comme si c'était un robot mort, mais en fait, il commence à bouger comme un petit bébé. Donc, il y avait cette séquence-là qui venait de cette idée d'enterrer le robot comme une personne humaine. Oui. En fait, la machine dans ta musique, dans tes opéras, dans ton théâtre musical, elle est là, non pas pour dénoncer, enfin, c'est jamais une dénonciation, c'est juste un constat, et jouer avec aussi. Ah oui, moi, je n'ai pas du tout de leçons à donner pour dire attention, c'est dangereux, c'est pas du tout ça. C'est juste jouer avec et dire aux gens, en fait, voilà où on en est, quoi. On est entouré par ça. Voilà. On est conscient que c'est là. Après, c'est à vous de jouer, quoi. Be aware, voilà. Soyez attentifs, soyez vigilants. La vigilance, le politique, le social, puisque ça marche avec l'humain, sont au cœur de ton œuvre. Les migrants, donc un oratorio consacré au sort des migrants. Oui. C'est un cran de plus dans tout ce qui te préoccupe, c'est-à-dire tous les dysfonctionnements, toutes les aberrations de nos sociétés, évidemment. Oui. Enfin, je voulais faire cette pièce pour émouvoir. Pour une fois, je déteste ça, mais là, je voulais vraiment que les gens soient émus, parce que c'est la seule façon de les attraper. Parce que les chiffres des morts et des noyés, ça ne suffit pas, il faut les attraper. Donc la pièce était faite pour ça. Je ne sais pas si j'ai réussi, en tout cas. Elle était faite et j'avais pris du texte de Conrad,
Donc, au cœur des ténèbres, le bouquin. J'ai envie de te poser une question. Dis-moi. Est-ce qu'il y a eu une influence des Korakistika dans ton enfance, qui est ce jeu grec avec les jeux de mots, justement? Oui. Il y a eu compositeur, académicien. Hein? C'est en quelque sorte c'est ça. Korakistika. Oui, parce que mes tantes, parfois elles parlaient comme ça, elles jouaient cette chose-là. Il y avait plusieurs... Bon, si j'entre dans le détail, il y avait plusieurs langues dans la maison. Parce qu'il y avait... donc mon père qui venait de Corfou, lui, parlait un peu le dialecte corfiote, qui était un peu juif, un peu italien. Donc était le grec, mais pas le grec, en fait. Mes tantes qui venaient plutôt de Cyclades, elles parlaient notre langage, en fait, notre patois. Et puis, donc, ça faisait à la maison une espèce de il y a une tradition. Oui, ça part de là. Oui. Polyglottisme et polysémie, toujours, et polyphonie, évidemment, de langue. Ouais. Justement, peut-être que j'ai aucune idée de l'heure. Voyons. Bon. Peut-être pouvons-nous donner la parole aux trois lauréates et puisqu'on vient d'évoquer les migrants, je crois qu'il y a une liaison toute faite vers Aurélie Alexandre Dalbronn qui est violoncelliste. Donc Aurélie, tu es violoncelliste et tu as créé l'ensemble Les Illuminations, un ensemble vraiment axé sur les relations entre la musique et la poésie et le texte. Et tu écris toi-même des textes et je pense que le thème des migrants t'a aussi préoccupé récemment. Est-ce que tu peux nous raconter Le Jardin d'Afrique, donc un texte que tu as écrit et qui est devenu un livret d'opéra pour une œuvre de Benjamin Attahir? Oui, pour être exact, c'est une coécriture. Oui. C'est aussi important dans l'ensemble parce que c'est l'idée de collaborer, de fédérer. Donc ça, c'est juste le petit détail. Et en fait, c'est à la fois un projet qui nous est tombé dessus, on peut le dire. C'est être mis devant une situation et de se dire que quand on sait ça, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. À savoir un cimetière œcuménique situé à Zarzis en Tunisie, qui a été construit par Rachid Koraïchi, un artiste philanthrope connu dans le monde entier. Algérien. Exactement. Qui a appris par sa fille qu'à cet endroit, du fait des courants marins, arrivaient des corps de migrants et ces corps finissaient à la décharge publique. Et cet homme, mystique soufi, s'est dit « je vais construire un cimetière sur mes propres deniers, un cimetière œcuménique, juste pour rendre hommage aux morts et faire un acte de civilisation en fait. C'est pas juste la migration, c'est mal, c'est bien, etc. Je vois ça, je fais ça et je m'en sers pas pour me gratifier. Enfin, c'est vraiment un geste d'humaniste. Et en fait, voilà, Rachid a rencontré Isabelle, la co-autrice, qui m'a proposé de venir avec elle pour lui tenir compagnie dans ce cimetière pendant une semaine. Et il sortit un texte écrit sur le vif. C'est une prose poétique contemporaine, on va dire, non rimée. Et voilà, à l'aéroport du retour, je me suis dit, il faut absolument qu'une musique vienne se mettre sur ces mots qui portent un signifié, qui sont en français, qui sont les nôtres, mais voilà. Et donc j'ai appelé Benjamin, vraiment comme ça, et c'est un peu l'histoire de ce projet, des coups de fil, des rencontres, et après ces coups de fil et ces rencontres, les personnes nous suivent comme nous on a suivi cet état de fait, juste de savoir ça et se dire on y va. On a appelé l'Institut du monde arabe, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. On leur a parlé du projet, ils nous ont dit bon, voilà, vous êtes qui? Et au final, on a pu donner 15 minutes de cette musique que Benjamin a composée en un mois, qu'on a vraiment montée comme ça, sans aucun moyen, aucune subvention. On a donné cette esquisse de 15 minutes à la salle du Haut Conseil. Et toutes les personnes qui étaient venues visiter le musée, toutes les personnes qui n'étaient pas venues pour nous, en fait, se sont arrêtées, sont restées, se sont assises et nous ont écoutés. Donc c'est une forme pour 3 violoncelles et voix qu'on avait donnée. Et suite à ça, 1 an plus tard, on a donné la forme entière à l'auditorium de l'Institut du monde arabe. Et l'année prochaine, en novembre, donc
Dans quelques mois, on va donner cette forme déployée, mise en scène, plutôt en espace, de fait, pour ne pas sombrer dans l'esthétisation de, voilà, des choses. C'est pas du tout le sujet en fait, mais c'est plus arriver à mettre en espace pour dire les choses, sans pour autant, comme dit Georges, dire c'est bien, c'est mal. C'est juste on montre ça. Et on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, on dit juste on a fait un acte d'humanité. Et c'est un hommage en fait à un homme qui a lui-même rendu hommage à ses morts. Voilà en quelques mots. Donc à l'atelier lyrique de Tourcoing en novembre 2024. Merci Aurélie. Alors peut-être, Georges, pourrais-tu introduire Aurélie? Bon, je l'ai introduite, il y avait un lien tout trouvé avec les migrants, mais pourquoi as-tu choisi Aurélie pour ce prix? À cause de ce projet, en fait, aussi parce qu'elle commence un ensemble avec ce projet. Un ensemble qui s'appelle les Illuminations, et donc je me suis dit qu'il fallait aider quelqu'un qui n'est pas seulement, disons, égoïste avec son instrument, mais qui essaye de rayonner autour avec d'autres musiciens. Donc ça m'a paru important de faire ce choix-là. Oui, parce que Aurélie, donc, tu as évidemment avec cet ensemble Les Illuminations, dont tu es la directrice artistique, tu as évidemment toute une politique de commande passée à des compositeurs. Alors, tu as évoqué Benjamin Attahir, il y a eu aussi Othman Louati avec Les Illuminations. Et toi-même, tu écris, donc commande d'œuvres concertantes pour violoncelle et ensemble, avec l'écriture, la littérature au cœur de tes préoccupations. Et je crois que tu as en projet un deuxième ouvrage littéraire. Oui, enfin, là, 3. 2 qui sont déjà écrits, un qui est en train d'être écrit, effectivement. Cet ensemble, c'est un peu la réunion, c'est un peu ces 2 pôles d'attraction qui ont toujours été les miens depuis que je suis toute petite. Et je me suis toujours dit, je ne suis pas ni violoncelliste, ni... voilà, c'est cette idée d'être happé par autre chose, aussi par le cinéma, la peinture, enfin, voilà, tout ce qui est une façon de voir le monde, d'être happé, de se dire je suis sortie de cette salle et je suis différente. Donc c'est un peu tous les supports, et j'avoue être touchée par beaucoup de supports différents, mais particulièrement et la musique et la poésie, la littérature. Et cette idée de réunir, de faire dialoguer, mais dans un dialogue nourri et creusé, en fait, avec justement la poésie, la littérature contemporaine et de la musique contemporaine. Donc c'est vraiment cette idée que ce soit des gens vivants qui sont en co-réalisation, en co-création, qui me fascinent et qui me portent et qui finalement aussi rétrécissent les lignes directrices de l'ensemble, parce qu'évidemment quand on commence, voilà, j'avais un peu cette idée qui était la mienne, et après c'est ça, ces projets arrivent et ça donne aussi d'autres idées, ça apprend beaucoup de choses aussi. Et donc pour l'année 2025, on a une création avec Claire-Mélanie Sinuber, voilà, pour l'été 25, et puis d'autres, quand ils seront actés, on pourra les communiquer. Donc c'est devenu vraiment du collectif, c'est devenu de l'atelier, quoi. Ouais. Mais en quelque sorte, ouais. C'est exactement ça, d'une manière, disons, moi je me vois comme une directrice artistique, plutôt comme une fédératrice. En fait, je vois des choses, je me dis, tiens, ces gens-là vont aller ensemble. Et c'est après créer quelque chose où il y a une osmose, une sorte de communion. Et c'est plus le temps passe, voilà, 2024 en France aujourd'hui, c'est cette idée de réunir des gens extrêmement différents les uns des autres, mais qui sont, en fait, qui s'oublient eux et qui sont mus par quelque chose de commun, quel que soit leur métier et leur spécificité. C'est cette utopie-là. Alors, ton amour de la littérature, tu le partages avec Bianca Chilemi. Je te propose, Georges, d'introduire toi-même Bianca, et pourquoi as-tu choisi Bianca? Bianca, ça vient d'une conversation qu'on a ensemble, d'abord un spectacle qu'elle a fait à l'Athénée, au théâtre de l'Athénée, avec les nouvelles aventures de Ligeti et les 8 chants pour un roi fou de Maxwell Davis. Et donc, sa façon aussi d'avoir un ensemble, elle est pianiste, mais d'avoir un ensemble qui s'appelle Maya et qui essaye de promouvoir le théâtre musical, ou des gens contemporains d'aujourd'hui, ou des gens qui ont marqué le genre avant. Donc, je trouve que c'est important de promouvoir ces ensembles-là qui commencent à naître.
Je crois qu'il y a aussi une personne qui a servi de lien entre vous deux, c'est Daniel Lévy. C'est Daniel. Ouais. En fait, Daniel, c'est la personne qui fait les lumières de mes spectacles et même les vidéos au départ, depuis, je ne sais pas, 25 ans. Et donc, il a travaillé avec Bianca et comme ça, on a été en contact et parlé ensemble. Voilà. Alors Bianca, ce qui est très important pour toi, c'est la voix. Tu es chef de chant, tu es pianiste, claveciniste, chef de chant. C'est la voix, le texte évidemment, et l'atelier aussi. Est-ce que tu peux nous parler de Maya, alors cet ensemble-là? Oui, bien sûr. Donc voilà, moi j'ai créé cet ensemble, c'est venu d'un désir très fort de transmettre mes compétences de chef de chant à mes collègues instrumentistes, parce que j'ai toujours trouvé que travailler avec les chanteurs c'était extraordinaire, et ça, le rapport au texte et en fait le rapport surtout à la scène, à l'incarnation théâtrale, tout ce laboratoire que j'ai toujours mis en place avec les chanteurs, que ce soit mes collègues ou mes élèves, ce laboratoire-là où je me suis énormément marrée, où j'ai créé vraiment des amitiés là, c'est un métier qui est par l'expérience vraiment que j'ai construit, et en créant cet ensemble-là, je me suis dit je veux transmettre ce métier-là à mes collègues instrumentistes qui sont toujours très pudiques en fait avec la voix, très pudiques avec la notion de scène, le fait de prendre vraiment la scène en fait. Basiquement, un instrumentiste veut jouer derrière son instrument et veut pas qu'on lui parle d'autre chose. Et moi, le fait de travailler avec les chanteurs et d'abattre tout le temps les pudeurs, parce qu'on travaille sur l'imaginaire, parce qu'on travaille sur la poésie, parce qu'on travaille finalement, du coup, en travaillant la précision, on travaille le lâcher prise en permanence. Plus on est précis, plus on peut lâcher. C'est pas juste lâche-toi, c'est travaillons, travaillons, travaillons. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut lâcher. Parce qu'en fait, quand on libère, quand on va vers la précision, quand on va vers les enjeux dramatiques d'une œuvre, le corps trouve sa place sur scène. Et ça, je trouve ça merveilleux de transmettre ça. Et je pense que la musique d'aujourd'hui a énormément besoin de ça. J'ai toujours ressenti une espèce de sérieux par rapport à la musique contemporaine. Et je crois que le ludisme qu'ont trouvé les chanteurs dans leur métier, on peut vraiment le transposer à notre métier d'instrumentiste et arrêter de parler de juste là c'est piano, là c'est forte, mais de révéler vraiment les imaginaires. Donc ça suppose aussi un temps beaucoup plus long avec les œuvres, parfois sur plusieurs mois et dans l'idéal vraiment plusieurs années. Je trouve ça indispensable, ce serait impensable dans le milieu du théâtre ou de la danse. Et je trouve qu'en musique, le temps est trop court et qu'il faut militer pour que la musique d'aujourd'hui, 20e, 21e, y ait ce temps long. Je pense que c'est un positionnement politique, en fait, même dans notre discours, pour mieux convaincre et beaucoup plus s'amuser. Voilà. Eh oui, le temps long. Et donc le répertoire de Maya, c'est la musique du XXe siècle. On a évoqué Ligeti à l'instant et Peter Maxwell Davies, mais aussi la création contemporaine, Betsy Jolas, Arnaud Petit, Gérard Pesson, Janoué Ptégera. Beaucoup de compositeurs sont joués par Maya. Finalement, je trouve quand même en comparaison peu de création, parce que j'ai avant tout envie de jouer les pièces qui sont déjà créées et qui sont mises dans un tiroir et qui ne sont pas rejouées. Et je pense qu'un compositeur, une compositrice mérite de son vivant d'avoir ses œuvres qui soient rejouées et n'a pas attendre 40 ans pour pouvoir réentendre son œuvre, quoi. Ça doit faire vraiment partie de notre inconscient. Même les jeunes compositeurs ont le droit d'avoir leurs pièces rejouées. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que le discours, je sais qu'il est beau, il est idéal. Ça n'entre pas dans l'économie du système. Il faut militer pour ça. Et le cœur de mon propos avec cet ensemble, c'est vraiment le répertoire pour voix et ensemble. C'est vraiment ma passion et j'y couperai pas. Il y a déjà beaucoup d'ensembles qui font de la musique
purement instrumentale. Il y a des ensembles qui font de la musique purement vocale. J'entends de la musique d'aujourd'hui. Et moi, je voulais vraiment faire hommage à ce répertoire pour voix et instruments qui est foisonnant à partir du XXe siècle et qui demande un vrai savoir-faire que je considère que j'ai et que voilà, c'est le cœur de mon projet. Merci Bianca Kilemi. D'origine argentine, je ne l'ai pas dit. Et on quitte l'Argentine pour aller vers l'Iran avec Anaïta Abbasi. Nice to see you. On va parler en français, mais peut-être que Anaïta, qui vit à New York, va s'exprimer en anglais. Mais je pense que tout le monde comprend l'anglais. Je ne vais pas traduire, hein, donc tout va bien. Mais je vais poser les questions en français. Alors Georges, ta rencontre avec Anaïta, Anaïta, on s'est rencontrés il y a très longtemps à Darmstadt. Plusieurs sessions de suite, plusieurs académies de suite, et je l'ai vu commencer à écrire, et puis peu à peu avancer. Et puis on s'est vu à Graz aussi, je crois, à Impulse, une autre académie. Et puis j'ai écouté ces dernières pièces et je me suis dit qu'il faut l'aider vraiment à s'installer à Paris. Elle veut s'installer à Paris et écrire à Paris et jouer parce qu'elle le mérite vraiment. Donc voilà. Anaïta, tu te souviens de la rencontre avec Georges Apergis? The question is how I know George. Do you remember the meeting with George? How you met George? It was 2011, I think 2011, at Impulse Academy in Graz, where George was one of the composition faculty there. The meeting was quite funny. We were standing, I don't know if you remember, we were standing at the line of after the opening concert, after the line of getting food, and we started to talk. And he was like, so what are you doing? I'm a composer. Oh, I'm a composer too. And I was like, okay, I should know this person. Where do you come from? I'm from Iran. Oh, I wrote a piece for this Persian instrument, tombak. And I was like, oh my God. You are George Apergis. But we had beautiful, amazing conversations, and he asked me to show me my music. That was the very beginning of me studying composition. And I told him, well, no, I'm nobody. I'm a baby composer. And he was like, no, we had interesting conversations. I want to see what you're doing. But it was the time was very packed. Of course, everyone wanted to study with Georges. And he was very kind and generous and told me, like, if you come to Paris, we work together. And then I come to Paris and we work together, and it changed my life. Very, very important. The composer that I am, one of the persons who really influenced me deeply in music is Georges. He was the person who I learned from that there are no limits in imaginations. Anything is possible. It is about how far, how big you can see, how different you hear things, what is your perspective in tasting things, feeling things. The different colors of sounds, different layers of colors, different situations, and in which situations things occur. That time, one of my first pieces was a solo accordion piece, and a piece for a very short piece, which was a commission from Schoenberg Center in Vienna for 2 singers. And I had this idea that the singers, the woman and man, stand back to back, and that they cannot see each other, and how the things happens. And I was showing Georges, and he was like, okay, stand up, let's do this. And I learned from that, and it changed the way, now the way I compose is I try out everything. I take the instruments in my hand. Every piece that I write, it's as if it's the first time I'm again
discovering, encountering this instrument. Because through the way that I look through the way that the person who commissioned me, and I always write only for people. I never write just for an instrument, because the relationship between composers is very important. It's a performer bring everything to the music, and I learn a lot, and it's exchange of thoughts, and then I work for myself. I try out everything on the instruments, film myself, record myself. And these are one of the aspects that I learned from George, that no limits, go craziness. This is it. And then you can make the decision where your limits are. What would you like for the audience to receive? And also always put myself in the shoes of as an audience, because as a composer, I feel that I'm the philosopher, I'm the composer, I'm the storyteller, I'm the listener. And so everything for me matters. The way musicians sit, the way, because of the context of music, they move. If it's because of the dynamic, because of the difficulty of it is, how much power. This is something that audience perceive. This is part of the perception of music. And it's for me very important to create the music that I create, that it's this moment that the listeners can go into my world and physically feel the sound, because sound is a physical phenomenon. So that this physical understanding of sound, yeah. Merci, thank you very much. You know that we just elected a wonderful Iranian movie director, Marjan Satrapi, as a member of the Beaux-Arts Academy. Oh, nice. She's amazing. Alors, je ne vais pas tout traduire, je ne vais même pas traduire parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as évoqué, évidemment, Anaïta, l'importance qu'a revêtu donc cette rencontre avec Georges, son univers, sa manière de concevoir la musique. Je ne vais pas tout traduire. Il y a une autre chose que tu as, je crois, en commun avec Georges, c'est que tu n'es plus un baby composer at all, tu as grandi, et à New York, tu as ouvert des ateliers, des workshops, tu soutiens aussi les jeunes compositeurs, donc tu as, comme Georges, ce souci des jeunes, des autres, et la roue tourne aussi, et soutenons les jeunes, et c'est très important pour toi d'être ambassadrice de ces jeunes compositeurs. You should repeat the question. I'm not sure if I understood completely. Yes, you in New York, you create some workshops. Mm-hmm. You teach composition, and you support a lot of young composers. That's also. true. It's very important, and I think it's something you have in common with George. I think. Mm-hmm, mm-hmm. Yes. So, well, I believe exactly. The composer that I am today, it's because of every encounter that I've ever had in my entire life, the professors the composer that I've studied with, the performers that I worked with, every conversation, and everyone gave a hand, trusted me, and believed in me that I'm searching something. So I think from the first moment that I had this change that I'm not a composition student anymore, I'm a composer. I started actually in Graz with my colleagues. I studied first composition in Graz University. We created an ensemble, Schallfeld Ensemble, that is now, last November we had our 10-year anniversary, and the goal for that was to promote all the young composers, bring their music to Austria, and also bring the music of the other people who were studying there to everywhere in Europe and internationally and working, and because this is how we grew. And in New York,
during the time that it was a travel ban because of the Trump administration, that I could not travel anymore to Europe because of my original background. I found it through a concert that we wanted to create for some Iranian women composers. We found that there are a lot of Iranian women composers, but we do not know each other, that the other person even exists, and we're on the planet. So through that concert, we made this decision to let's find an association in order to have a platform where it's a community. First of all, it's a community that everyone knows another person, and we can help each other. We can, the three of us were coming from very different educational background. I'm the European educational, Western educational background. One of them is from America, one of them from the Turkey and Iran and US. So we have different connections, and we can give a hand to someone else and create the possibilities for them. And this goes further. I think this is something that's very important for everyone. Donc Anaïta n'est pas que compositrice, elle enseigne la composition, elle anime des workshops à New York, puisqu'elle est entre New York et Paris. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Anaïta a reçu la possibilité d'être en résidence à la Fondation Singer-Polignac ici à Paris. Donc elle est mi-française, mi-iranienne, mi-américaine maintenant. Ouais, ça fait 3 moitiés, donc c'est plus des moitiés. C'est bien, vous savez bien compter, moi pas. En fait, j'y arrive pas. Et en plus de tout ça, elle est cofondatrice d'un ensemble, Schallfeld, donc un ensemble dédié à la musique contemporaine à Graz. Et en plus de tout ça, cofondatrice de l'association des compositrices iraniennes. Et c'est très important pour elle de faire découvrir ces jeunes compositrices iraniennes. On connaît la situation en Iran, c'est vraiment pas facile pour des femmes de s'exprimer en Iran artistiquement parlant, et c'était très important pour elle de soutenir ces femmes-là. Alors bravo, là aussi, bel engagement. Le mot de la fin, Georges. L'Iran, l'Argentine, je sais pas. la Grèce, la France qui va mal, l'Europe qui va mal. Tout d'un coup, je pense à un mot que m'a dit Helmut Lachelmann, tu sais. On était au concert, il y avait une pièce à moi, et en sortant, elle m'a dit « J'aime beaucoup ta musique parce qu'elle m'énerve ». C'est une réaction saine. Hein? J'ai trouvé ça très beau et je pense que c'est vrai. Tenir les gens vivants, ça énerve. C'est bien. Alors restons tous vivants et soyons nerveux, énervés. Bravo. Merci beaucoup.